Bonjour, Jérémy Gauthier, technicien viticole. Est-ce qu'il faut un qualiticien pour mettre en place le nouvel outil de l'ICV? Non, non, il n'y a pas du tout. Comme je dis, le protocole, c'est vous recevez un questionnaire qui peut être rempli, alors soit par le responsable de production ou une partie aussi par le technicien amont, mais après l'audit se fait sur site pendant une journée, une demi-journée à une journée, en fonction de la grandeur du site, et en accompagnant le responsable technique, le technicien. Donc oui, ça se met en place par quelqu'un de l'extérieur. Voilà. Et est-ce que c'est faisable sur tout type d'exploitation ou uniquement sur des grandes ou des petites Non, le but, effectivement, c'était pas de hyper spécialiser la démarche, c'était d'accompagner les producteurs, on l'a vu, sur différents objectifs qu'ils peuvent se donner. On a beaucoup parlé de premiumisation, mais pas forcément. Je veux dire, on peut avoir juste un objectif de légère montée en gamme. On a le droit aussi de fabriquer, d'élaborer des rosés qui ne sont pas forcément dans le marché premium. Donc, on n'a pas spécialisé la démarche, en fait, tout simplement. Donc, c'est des domaines, des petits domaines, des petites caves coopératives, des très grosses caves coopératives. Voilà. D'autres Antoine, là. Denis, beaucoup. Ah. Bonjour, Florentin, Château-Ferry-Lacombe, secteur Sainte-Victoire. Je voulais voir avec vous si vous avez des corrélations avec justement ces excès de température et éventuellement des concentrations en calcium qui sont davantage importantes, notamment dans les mous, et qui peuvent à la fin favoriser des précipitations sur l'élevage, tout ça, en bouteille notamment. Alors le calcium, c'est un élément qu'on ne dose pas systématiquement, donc je n'ai pas d'éléments là-dessus. Par contre, ce qui est très clair, c'est que quand on a la concentration, on peut avoir des matrices très atypiques, avec à la fois des degrés élevés, parfois des niveaux d'acide tartrique, des niveaux d'acide malique élevés, mais c'est dû à la concentration. Pour évaluer la concentration, par exemple, le suivi régulier de l'acide tartrique est intéressant parce que l'acide tartrique n'évolue pas au cours de la maturation. Ces évolutions sont dues, la quantité d'acide tartrique est déterminée très très tôt, donc bien avant la véraison. Et quand vous avez des augmentations brutales d'acide tartrique entre 2 semaines de prélèvement, il peut y avoir 2 explications. Une qu'il ne faut jamais oublier, c'est un problème d'échantillonnage, et je renvoie à ce que disait Alain Deloire ce matin. L'autre, si l'échantillonnage est le même, ça peut être de la concentration, ça veut dire de la perte en eau de la baie, qui se traduit par une augmentation des teneurs mesurant l'acide tartrique. Je crois qu'il y avait aussi une question là. C'est juste un point sur le calcium. Donc pour information, c'est une question importante. Comme le disait Jacques Rousseau, donc, si on raisonne par baie, à partir de la véraison, l'acide malique se dégrade, mais l'acide tartrique, logiquement, est stable. Et la baie ne charge plus de calcium à partir de la véraison. D'accord ? Donc si les concentrations de calcium par baie doivent augmenter, c'est avant véraison. Voilà. Je vous livre l'information. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a une question là. Oui, je voulais savoir quel était le coût du diagnostic. Alors le coût du diagnostic. Un forfait. Alors c'est pas un forfait, c'est un coût fixe qui n'est pas tout à fait fixé, mais on le fixe pas tout à fait. Mais l'idée en fait, c'est pour ça qu'on a aussi utilisé Ginkgo Web, c'est que la démarche, c'est-à-dire le temps passé par l'auditeur, est facilité par l'utilisation de ce logiciel-là. Donc en fait, grosso modo, on va être beaucoup moins cher que si on utilisait un outil Excel comme on avait l'habitude d'utiliser avant, parce que la réalisation de l'audit est extrêmement simplifiée. Voilà, on a fait tout le travail en développement avant pour que l'auditeur après ne perde pas de temps. Les plans d'action, une grande partie des plans d'action justement
est mis en place automatiquement par, on va dire, des personnes dont moi j'en fais partie effectivement du projet, mais qui ont été reconnus comme experts de ce projet-là. C'est-à-dire que même un auditeur qui n'a pas une très très grande expertise des rosés aura accès à un plan d'action qui sera déterminé directement par Ginkgo Web. Donc tout ça, ça simplifie justement le temps de réalisation. Il y a eu beaucoup de développement, mais le temps de réalisation n'est pas très long au final. Voilà, donc c'est pour ça que ça réduira les coûts et on ne sera pas si cher que ça. Et par rapport à un audit, non, mais on est sur une journée de travail. On peut donner un ordre d'idée quand même du on est coût, à, Laurence, comment? Un peu moins de 1 000 €. Pour un diagnostic sur... Pour un diagnostic ouais, avec une journée de travail, sachant qu'il y a eu tout le développement qu'on ne compte pas dedans. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'auditeur, c'est beaucoup plus simple parce que c'est vrai qu'avant, il y avait l'audit et derrière, il y avait toute la formalisation de l'audit, la rédaction de l'audit. Ginkgo Web permet justement de simplifier énormément justement, le traitement de ça, donc réduire fortement les coûts. Ouais. Et pour le vigneron, ça prend beaucoup de temps? Non. Non, à peu près. C'est quoi? C'est une journée de travail avec vous quand même? Parce que c'est vrai que le temps... Il y a le plan d'action après derrière. Non, il faut le questionnaire amont, il faut aller une paire d'heures pour le répondre. Donc ça, il le fait de façon numérique sur son exploitation. Après, il y a, en fonction de la grosseur d'exploitation et aussi parce qu'on peut avoir des structures avec des multisites ou des choses comme ça, bah, ça va prendre entre une demi-journée et une journée. Comme je l'ai dit, le traitement, la réalisation après est très rapide, hein, donc il faut quand même une validation par le consultant expert, mais ça va très très vite. Pour le vigneron, ça ne prend pas tant de temps que ça. Il faut compter une demi-journée, voire une journée vraiment s'il y a beaucoup de points. Ouais. Et est-ce qu'on peut cibler les points qu'on veut améliorer ou est-ce qu'on est obligé de rentrer dans ce moule que vous avez présenté avec ces 4 leviers ou 5, je ne sais plus? L'idée vraiment du diagnostic, c'est de ne pas forcément cibler un axe, c'est vraiment à partir du moment où on me rentre dans la démarche de diagnostic rosé, on fait les 4 axes. Par contre, il existe déjà en interne, on en fait déjà d'autres types de diagnostics, pour ça que l'on a combiné un maximum d'informations. Mais par exemple, vous pouvez faire des diagnostics pressurage, des diagnostics froid, des diagnostics investissement. Voilà, donc l'idée là, c'est vraiment de réaliser l'ensemble du diagnostic. Par contre, effectivement, il faut que le producteur donne son objectif de départ. Comme on l'a dit à un moment, c'est quelle attente il a de son objectif produit. Nous, l'idée, c'est de faire monter en gamme effectivement les producteurs de rosé, mais comme j'ai dit, chacun a le droit aussi d'avoir son objectif produit. Donc, en fonction de ça, effectivement, il y aura des points qui ne seront pas forcément traités ou très peu traités parce qu'ils seront non significatifs en fait dans la démarche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question, j'avais une réflexion et question. Basé sur la deuxième présentation, on peut presque se demander si c'est reste pertinent de se consacrer à 90% ou plus, ou 95 ou 16% de production de rosé en Provence, si finalement la production de raisin est presque plus adaptée pour le rouge quand on est en stress hydrique. Donc bon, je trouve que ça questionne quand même un petit peu la production de rosé. Et ça m'amène en question subsidiaire à l'audit, ou est-ce que... il y a ou à développer dans le futur une partie sur la pertinence de faire du rosé ou pas pour une exploitation. Au vu du marché des rouges aujourd'hui, j'espère que vous pourrez continuer à faire du rosé en Provence. Hein. Moi aussi. Je vous laisse répondre. Oui, c'est vrai, finalement. Ouais. Je n'ai pas voulu être aussi négatif par rapport aux perspectives du rosé, mais c'est sûr que si aujourd'hui, quand on prépare les plantations pour faire les rosés de demain, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur les parcelles que l'on va choisir, sur les cépages, sur les porte-greffes, de façon à avoir des parcelles. Il faudra certainement des parcelles avec un potentiel, une réserve utile un peu plus importante. Alors je ne sais pas si dans la délimitation actuelle de l'AOC, il y a ces parcelles-là. Si oui, c'est clair que demain, on peut penser que les rosés de Provence se feront plutôt dans des bas de pente ou des sols relativement profonds que sur des sommets de coteaux. Est-ce que le millésime 2022, tel que vous l'avez décrit, baisse des acides maliques, faible rendement en jus, est-ce qu'il préfigure un peu ce que vont être les millésimes à venir finalement Parce que c'est vrai qu'on s'éloigne du profil des rosés, du coup, là, pour le coup. Enfin, en tout cas, des rosés que les consommateurs ont envie de boire. Pour la préfiguration, on ne peut que
remémorer ce qu'a dit M. Nico ce matin, à savoir que d'après lui, 2022 risquait d'être une année moyenne dans les années à venir. Ah là là, ouais. Donc si tel est le cas, ça veut dire qu'il faut s'attendre effectivement à avoir des caractéristiques comparables, et je pense en particulier à l'acide malique, au niveau d'avoir géré des raisins avec des faibles niveaux d'acide malique. Pour les parcelles qui sont en place, les leviers d'action vont être limités. Ça va être sur la gestion du feuillage, éventuellement l'irrigation quand c'est possible, la fertilisation. Pour les parcelles de demain, là aussi, il y a une réflexion en cours au niveau de l'ODG Provence sur les cépages de demain. Un des axes importants, un des critères importants de choix de ces futurs cépages sera certainement leur potentiel malique. Choisir des cépages qui ont un potentiel malique élevé, c'est choisir. Le malique est nécessaire pour, je dirais, 3 choses. L'une, c'est aider la vigne à faire face aux contraintes hydriques et thermiques. Deuxième, c'est permettre aux raisins de mûrir. Et la troisième, c'est la qualité finale des vins. Il faut, surtout pour les rosés, préserver du malique pour avoir la fraîcheur. La maturation du raisin consomme exactement la même quantité d'acide malique. Ce n'est pas cépage dépendant. C'est un chercheur dont on a parlé ce matin de l'INRA, Charles Romieux, qui l'a montré assez récemment. Et si on a à nouveau des années comme 2022, avec, je n'ai pas le nombre de chiffres exacts, mais une quarantaine de jours à plus de 30 degrés avant la véraison, pendant cette période-là, il y a consommation de l'acide malique, dégradation de l'acide malique, parce que c'est cette dégradation qui permet à la vigne de maintenir sa transpiration, donc de sa régulation thermique. Et on va arriver à la véraison avec déjà un tiers, peut-être moitié du potentiel malique qui sera consommé par la régulation thermique. Donc choisir des cépages qui auront un fort potentiel de malique, c'est important. Mettre en place des pratiques culturales qui permettent de favoriser la vigueur, parce que vous l'avez vu, c'est sur les vignes les plus vigoureuses qu'on a le plus de malique, ça va être des choses importantes. Alors, ce que je dis là va peut-être remettre en cause des pratiques ou des dispositions actuelles des cahiers des charges. Mais il va falloir faire évoluer ces fameux cahiers des charges. Je ne dis pas qu'il faut les faire. Oui. Il y aura peut-être une réflexion sur les cahiers des charges à avoir dans les zones d'AOC. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, là-bas. Bonjour, Gérald Roby, vigneron à l'Accro. Dans cette réflexion-là, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la zone, la délimitation d'appellation en allant vers des zones IGP pour de l'AOP? Oula. Ça, c'est une question. C'est une question que votre ODG, que l'ODG doit aborder. C'est pas à moi de donner des avis. Ce que je peux dire, c'est que demain, si vous voulez préserver la qualité actuelle des rosés, c'est pas mission impossible, mais vous allez vous orienter de plus en plus vers des sols à la plus forte réserve utile. Nicolas, une réflexion là-dessus? C'est des sujets compliqués parce qu'à partir du moment où on touche la délimitation, on touche un sujet qui d'abord est complexe en soi. Ça veut dire qu'il faut revoir tout un tas de critères de délimitation parcellaire, etc. etc. Au-delà du temps administratif, il y a aussi le fait, si on redélimite, on augmente la taille de l'appellation. Donc ça a des impacts aussi économiques. Donc il n'y a pas qu'un impact technique à redélimiter l'appellation. C'est aussi administratif, c'est aussi financier, etc., etc. Donc c'est un sujet qui est vraiment complexe. Quand on touche la délimitation, on touche à l'ADN en fait de l'appellation d'une façon générale. Après, pour être honnête, à aujourd'hui, au niveau de l'IANAO, et ça a été l'introduction d'Éric tout à l'heure, il y a une vraie révolution qui se passe par rapport à la possibilité d'expérimenter, quoi. La possibilité d'ouvrir les portes et d'essayer des choses que jusqu'à présent on n'a jamais eu la possibilité de faire. Donc effectivement, peut-être que ça pourra rentrer dans ce cadre-là. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on se projette à 30 ans ou à 40 ans, que comme elle l'a dit Alain tout à l'heure,
Les solutions, elles ne sont pas écrites dans le livre, donc il va falloir tous se gratter la tête pour essayer de voir comment on va s'adapter à cette situation. Et oui, redélimiter sera peut-être une question qu'il faudra aborder et qu'il faudra se poser. Après, il ne faut pas se fermer des portes. Effectivement, c'est un sujet complexe, mais ce n'est pas parce que c'est complexe qu'il faut se fermer la porte. Oui, je vois une autre question. Est-ce que, malgré tous les handicaps que cette région comporte, est-ce qu'on a encore une chance de faire le meilleur rosé du monde, comme l'a dit Tony Parker? Est-ce qu'on a une chance de faire encore le meilleur rosé du monde, comme l'a dit Robert Parker? Et vous n'avez pas le choix que de répondre oui à cette question. Vous n'avez pas le choix. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est juste une réflexion que je fais par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on parle depuis des années de rosé premium. Sauf qu'actuellement, là, depuis 2 ou 3 ans, on a même, entre professionnels, du mal à caractériser maintenant ce que c'est qu'un rosé premium. Parce qu'en fait, on s'aperçoit souvent que c'est plutôt les clients qui sont premium. Enfin, les clients, c'est-à-dire les producteurs qui produisent ou qui achètent pour le négoce ce type de vin. Donc savoir si on continue à faire les meilleurs rosés du monde, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ceux qui se retrouvent sur le marché et qui se vendent très très bien. Donc c'est vrai que c'est aussi notre rôle, aussi bien sur les aspects qualitatifs, mais aussi sur les aspects de répondre à l'exigence, aux exigences en tout cas de l'activité négoce. Il ne faut pas se cacher, c'est vrai que la Provence a aussi vie de sa grosse activité négoce premium. Mais le but aussi de ce genre de diagnostic, c'est ça, hein, c'est vraiment d'avoir une attente, de répondre aussi aux vins qui vont évoluer, parce que les rosés premium, ils ont évolué en très peu de temps. On parlait tout à l'heure, Jacques Détiol, souvenez-vous, il y a encore une dizaine d'années, on mettait en avant des tioles exubérants, presque écœurants. Là, il y a quand même un retour en arrière qui est assez impressionnant. On est plutôt sur des vins qui sont élégants, complexes, qui sont parfaits, mais qui ne sont pas du tout sur les mêmes profils. Donc ça aussi, il faut s'y préparer, parce que nous, moi, accompagnant de producteurs, il ne faut pas être, même en faisant des vins, ce qu'on pourrait appeler premium, être à côté du marché. Donc c'est ça aussi, c'est d'accompagner la production de vin à ce que veut le marché. C'est pas forcément en faisant les meilleurs vins qu'on les vendra forcément toujours mieux. Mais si on est à côté des profils. C'est le marché qui dicte sa règle souvent. C'est le marché qui dicte, mais nous voilà, il faut que tous on soit à l'écoute de ça et de ne pas s'entêter, mais vu qu'il est là. Donc oui, on devrait progresser parce qu'on sait progresser et on voit la rapidité de modification des profils tout en restant qualitatif, fait que c'est quelque chose, comme j'ai tout à l'heure, assez surprenant en Provence. Et on fait une veille pour ça, pour s'adapter vraiment aux désirs des consommateurs, des clients, de tout le monde. Et par rapport à la vinification de ces raisins dont on voit les caractéristiques changer, est-ce qu'il faut adapter aussi les vinifs? Est-ce que il y a aujourd'hui des essais là-dessus ou en cave, j'imagine que les vignerons le font déjà peut-être aussi. Alors, on adapte forcément parce que, c'est pas que le rôle du diagnostic, mais là-dessus, s'il y a des points noirs, on parlait de choses importantes tout à l'heure. Jacques l'a répété, moi je l'avais déjà dit. Hormis le point de faire les 3 points de maturité, c'est qu'à un moment de déclencher les récoltes. Et ça, on s'aperçoit que sur quelques producteurs, c'est parfois un peu délicat. C'est-à-dire que c'est pas de louper quelque chose. C'est-à-dire que les raisins, à un moment, même cette année, on a eu des grandes périodes de sécheresse, on a eu des canicules, mais malgré tout, on a eu des raisins relativement qualitatifs. Alors certes, il y a eu des pluies qui ont commencé pendant les vendanges, mais malgré tout, tout producteur et tout technicien était assez surpris justement du volume à la récolte, de la qualité de ces raisins sur une vigne qui avait souffert. Mais par contre, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut un maximum d'indicateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on remet ça en route, mais d'avoir un prélèvement, c'est déjà mieux que rien, mais d'en avoir 3, c'est mieux parce qu'on ne regarde plus une photo, on va dire, analytique du raisin, mais on regarde son évolution. Et ça va être, je pense, le plus important dans les années à venir, c'est de voir comment évolue, à partir de la véraison, tu l'as dit, ou 10 jours après, comment évolue ce raisin et être prêt à le cueillir au moment où il le faut. Donc effectivement, après, on adaptera, de toute façon, c'est notre rôle. On a toujours adapté les vinifications à la qualité des raisins, que ce soit des raisins qui soient stressés, des raisins... Alors ça fait quelques années qu'on ne connaît plus ça, mais des raisins qui étaient altérés, comme on a connu en 2002. Donc c'est quand même le rôle après des techniciens et des producteurs d'adapter aussi... Est-ce que là, il ne va pas falloir acidifier plus? J'ai bien compris qu'on s'adapte, mais est-ce qu'il ne va pas falloir acidifier plus ou réfléchir à d'autres solutions bien pour sûr.
compenser cette Bien sûr. baisse d'acidité. Bien sûr, l'acidification, par exemple, cette année, on en a parlé, évidemment qu'on a corrigé. Par contre, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, Voilà. au niveau des intrants, au niveau des changements de Ça réglementation, durcit les vins. d'étiquetage, Mm. est-ce qu'à un moment, ça va être une continuité? Donc, voilà, on peut corriger pour l'instant des millésimes, mais c'est vrai qu'effectivement, si on avait des choses naturelles, ça serait beaucoup plus confortable. Bon, pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, c'est compliqué. D'accord. Oui. Oui. Moi, je voulais juste savoir, au niveau du poids des baies, vous disiez que l'impact des pluies d'été, il n'y avait aucun impact sur la grosseur des baies, c'est ça? Ou j'ai mal compris? C'est trop tard. Le poids des baies, il va être... Ce qu'expliquait Alain Deloire ce matin, c'est qu'une contrainte hydrique, même modérée à partir de la floraison, dès la nouaison, va impacter de façon irréversible le développement des baies pour l'année en cours. Donc, et par rapport aux stratégies d'irrigation que c'est M. Faure qui expliquait, rappelez-vous, il disait... Nous, maintenant, la priorité, c'est de faire le plein en eau au débourrement. Et c'est vrai que ça, légalement, c'est quelque chose qui est autorisé pour toutes les vignes AOC ou non AOC, arrosées en février, mars, pour les vignes qui ont l'eau. Ça, c'est maintenant et là, s'il y a de l'eau. Mais si vous partez au débourrement avec le plein en eau du sol, sur la plupart des vignes, ça vous met, je dirais, en situation de sécurité jusqu'à nouaison petit pois. Donc toute la première phase de grossissement des baies est couverte au niveau alimentation hydrique. Mais effectivement, quand vous arrivez à la véraison et que vous avez déjà des petites baies à la véraison, ce qui peut se passer derrière au niveau grossissement des baies, c'est empêcher de perdre plus de potentiel, mais vous n'allez pas. Ce qui a été perdu à la véraison ne se rattrapera pas par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions, retours d'expérience peut-être? Bon, du coup, je vous propose qu'on termine. Merci. Je vous remercie à tous de votre présence, aux intervenants aussi, aux syndicats d'avoir organisé cette journée qui a eu beaucoup de succès, parce que je vois que c'est une vraie préoccupation. Puis j'espère que ça vous aura donné envie aussi d'aller plus loin, puis de faire des essais peut-être aussi sur vos exploitations. Ouais, juste un dernier mot. En fait, vous avez vu que tout a été filmé, donc vous allez retrouver toutes les interventions ainsi que tous les PowerPoint qui ont été présentés sur une chaîne YouTube là, qu'on a créée. Donc on vous enverra les liens, donc vous pourrez voir et revoir et ou repasser quelques passages qui vous ont échappé. Donc voilà, merci à tous de votre participation, merci aux intervenants, merci tout le monde de votre confiance. Et à l'année prochaine alors. Hein. Enfin, on se reverra avant, mais pour une journée comme ça.